Bonsoir à toutes et à tous. En cette fin de journée studieuse des étudiants de licence 3 et 6, initiation au projet urbain, et à l'heure où les guitares et le chant s'est calmé dans la cour, vous êtes avec nous dans cet amphi 11 pour accueillir Sabine Barle. Très chère Sabine, je suis, au nom de l'école d'architecture de Paris-la-Villette, particulièrement honorée de pouvoir t'accueillir en nos murs, à plus d'un titre. Je vais en dire quelques mots. D'une part parce que tu es ici ce soir, entre autres choses, en ta qualité de Grand Prix de l'urbanisme 2025, mais un Grand Prix très particulier pour nous tous, je pense, pour la communauté académique, puisque c'est un Grand Prix remis cette année à un enseignant-chercheur et aux travaux académiques qui sont les tiens. D'autant plus ravi de cela que, effectivement, les étudiants des écoles d'architecture, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent aux travaux que tu diriges. Et donc, ça nous donne aussi l'occasion de cette rencontre. Venir, pouvoir t'entendre ce soir, c'est une chose pour nous importante, parce qu'effectivement, ton parcours est à la croisée de plusieurs chemins. Un chemin de l'ingénierie qui a été ta formation première, un chemin sur l'urbanisme, sur la fabrique de la ville, sa transformation, ses métabolismes, et un chemin sur l'histoire des techniques. Et cette croisée que tu portes dans ce parcours, il est pour nous essentiel parce qu'il se trouve que cette école, il y a aujourd'hui 20 ans, a fait le pari de lancer une formation en bicursus d'ingénieurs architectes et d'architectes ingénieurs, et faisant le pari justement de cette croisée des regards entre les sciences de l'ingénierie, les sciences de la conception, ces histoires entremêlées, et la manière dont ça effectivement fait écho sur ces questions urbaines. Nous accueillons aussi un professeur de l'université Paris 1, et je le dis à l'heure où l'école renoue aussi un dialogue important avec cette université, avec lequel nous sommes de fait historiquement en lien depuis les années 80. Nous avons partagé ensemble un DEA paysage, jardin et paysage. Nous portons des formations ensemble. Nous avons un certain nombre d'intérêts communs. Il y a encore 2 jours, un certain nombre de collègues de Paris 1 et des formations de master et du magistère dont j'ai compris qu'il allait fermer ses portes, mais était aussi dans l'amphi pour venir débattre d'une très belle exposition qui vient de se finir sur déconstruire la démolition. Et voilà, donc du coup, c'est aussi le tissage de ces liens institutionnels que je souhaite aussi saluer par ta présence parmi nous. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, vraiment redire et te remercier. Je sais que les sollicitations ont été très nombreuses toutes ces dernières semaines, ces derniers mois. On est vraiment ravis que tu aies accepté d'être présente là, de trouver ce temps dans l'agenda. Je sais, pour avoir échangé avec quelques étudiants de projet aujourd'hui, que effectivement, ces questions de la fabrique de la ville sont au cœur de l'enseignement que nous portons dans cette école particulièrement, et la regarder à partir de ces transformations depuis les métabolismes, eh bien, je pense que ça va faire écho à plusieurs travaux d'étudiants. Donc ici, principalement des étudiants donc, de fin de licence, mais peut-être aussi quelques étudiants de master qui se sont glissés dans les rangs, et plusieurs de nos enseignants. Merci, un grand merci à toi, et une très belle conférence, j'en suis sûre. Merci.
Merci Anne. Un tout petit mot d'introduction pour faire le lien avec justement le semestre 6 de la Villette. Donc déjà, merci de mon côté à toi d'être ici, donc d'avoir accepté notre invitation donc sur ce sujet très important du métabolisme urbain, qui rencontre évidemment les préoccupations des architectes et des architectes urbanistes que nous sommes, qui sommes attachés aussi à mieux intervenir dans le contexte des ressources limitées sur notre planète, évidemment. Et ce qui est remarquable en fait dans ce travail sur le métabolisme urbain, c'est que il y a eu une mise en évidence. Voilà, tu as rendu visible en fait l'invisible. C'est le titre d'ailleurs de l'ouvrage édité par le ministère de la Ville et du Logement, organisatrice du Grand Prix de l'urbanisme. Donc rendre visible l'invisible, pour reprendre ce titre. Les flux de matière, les flux d'énergie, les flux de déchets aussi. Et ce travail de quantification des flux, pour nous, il est spécialement important parce que, au fond, il nous permet de mieux saisir et plus globalement l'impact de l'urbanisme, de l'aménagement des territoires sur à la fois la consommation des ressources, mais aussi concrètement les transformations des écosystèmes. Donc ce travail est remarquable parce qu'il y a la quantification des flux avec des travaux, donc vous allez voir que Sabine va nous présenter des travaux importants de bilan de matière qui sont aussi spatialisés, donc ça c'est quelque chose de très important pour nous évidemment. Et qui nous mettent en évidence à la fois les flux, ces flux directs de consommation et de rejet dans les territoires, mais aussi les flux indirects, elle va nous en parler, et qui nous rattachent directement, qui fait le lien finalement entre nos vies ici et le monde, puisque nous avons plein de pays fournisseurs, entre guillemets, de ressources qui sont... et sur lesquels finalement notre consommation, nos modes de vie a un impact évident. Alors, ce qui est aussi remarquable dans ton travail, c'est qu'il est à la fois historique, mais aussi très actuel, puisqu'il y a tout ce travail de bilan de matière sur énormément de territoires variés, que ce soit le bassin de la Seine, la région d'Île-de-France, le territoire de Plaine Commune en Seine-Saint-Denis, ou encore la métropole lilloise. Donc tout ça, c'est des terrains d'études aussi pour nous, qui sont très, très intéressants. Et enfin, il y a l'approche prospective qui est plus récente, mais qui est pour nous aussi très importante, parce que quelque part, elle nous permet de nous projeter un peu plus scientifiquement, si je puis dire, dans des voies de transformation de notre modèle de société, mais aussi nos modèles d'aménagement du territoire. Donc pour conclure, cette approche par le métabolisme urbain, elle est très complémentaire de l'approche spatiale que nous pratiquons, nous, dans les écoles d'architecture. Et elle rentre évidemment en résonance avec la conscience écologique des enseignants praticiens comme des enseignants-chercheurs de notre école et évidemment de tous les étudiants qui sont ici présents et que je remercie pour leur présence. Merci à Sabine, je te passe la parole. Merci. Bien, eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. J'en suis d'autant plus heureuse et honorée que je me suis rendu compte que je n'étais jamais venue dans ces locaux. Et je suis venue, je connais plusieurs des écoles d'architecture parisiennes, mais je n'étais jamais allée dans celle-ci. J'étais allée au Gerfo, donc, mais qui ne se trouve pas ici. Voilà, donc voilà, c'est bien toujours de découvrir de nouveaux endroits. En plus, Flore Bringand m'a rappelé que elle avait été mon étudiante, enfin pas à moi, pas ma possession personnelle, bien sûr. Donc c'est aussi une belle re-rencontre. Et puis, bien sûr, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de sollicitations, mais de toute façon, intervenir dans les lieux d'enseignement me paraît quelque chose de très important.
Et donc, je vais essayer de dire quelques mots de ces questions de métabolisme. Je pense que je ne vais pas épuiser le sujet, mais l'idée, c'est un peu d'introduire la notion. La photographie que j'ai mise sur cette première diapositive, elle a été prise à Gentilly, et elle est une expression assez intégrale du métabolisme, puisqu'on se trouve sous le viaduc de l'autoroute A6, vecteur de très nombreux flux, mais un viaduc qui lui aussi a nécessité de très nombreux flux, qui est en cours alors là, les travaux sont à peu près finis maintenant, mais à ce moment-là, ils étaient en cours, donc en cours de restructuration, de réhabilitation, d'entretien, qui passe au-dessus de la Bièvre réhabilitée, donc qui renvoie aussi à tous les enjeux de l'eau dans la ville, etc., etc. Et donc je trouve qu'on a un peu un condensé métabolique ici. Je fais juste une petite pause parce qu'il faut que je mette un chronomètre, sinon je vais m'égarer. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, je vais expliquer, rappeler d'où sort cette notion de métabolisme qui peut peut-être paraître un peu bizarre, même si elle est plus utilisée aujourd'hui qu'il y a quelques années. Après, je montrerai qu'est-ce que ça nous dit lorsque nous réalisons un bilan de matière territorialisé, qu'est-ce que ça nous dit de la matérialité des sociétés urbaines. Ensuite, j'irai plutôt sur les questions d'interaction avec l'urbanisme et l'aménagement, même si elles sont partout en fait. Dès qu'on fait un bilan, on rend compte de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'architecture. Et puis enfin, je viendrai sur la question prospective qui a été évoquée il y a quelques instants. Voilà. Donc, premier point, qu'est-ce que c'est que ce truc que le métabolisme ? Alors, comme je le disais à l'instant, c'est un terme qu'on emploie de plus en plus, même si c'est quand même pas le must de l'année, mais qu'on rencontre plus aujourd'hui qu'auparavant dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, des approches territoriales. Cela dit, ce métabolisme, à l'origine, c'est un terme qui vient de la chimie, qui a été proposé, alors d'abord en langue allemande, je ne prononcerai pas le terme parce que je ne sais pas prononcer l'allemand, mais qui a d'abord été prononcé par Liebig, donc chimiste, en 1843. Et donc le métabolisme renvoie à l'idée d'un changement dans les substances, dans les corps, et il a été traduit en français en 1858 autour de, à peu près littéralement, un changement de nature moléculaire des corps. Donc en gros, le métabolisme, initialement, c'est un ensemble de réactions chimiques qui sont représentatives de la vie, qui rendent la vie possible. Mais ce qui est important, donc la première chose, c'est que ça a d'abord été un terme chimique avant d'être ce que c'est aujourd'hui, un terme plutôt de la biologie, puisque à cette époque-là, on n'a pas de micro-organismes, on n'a que des réactions chimiques. Mais ce qui est important, c'est que c'est un terme qui a assez rapidement percolé dans le domaine qu'on appellerait des sciences humaines et sociales aujourd'hui. Ça a été découvert assez récemment, mais Karl Marx parle de rupture métabolique, en particulier de rupture métabolique des liens matériels qui unissent la ville et la campagne. Et donc, ça donne aussi une certaine légitimité à l'utilisation du terme métabolisme dans le domaine des sciences sociales, même si, encore une fois, cette découverte du métabolisme tel qu'utilisé par Marx, elle date seulement de la fin du XXe siècle. Donc il faut se garder de réécrire l'histoire du métabolisme en disant oui, de tout temps les sciences sociales se sont intéressées au métabolisme. Bon, Marx en a parlé, après on s'en est un peu fichu, et puis maintenant on est content parce que Marx en a parlé. Mais ce qui est important aussi quand même pour situer ce moment métabolique du 19e siècle, je ne vais pas rentrer trop longtemps dans cette histoire, c'est que le 19e siècle effectivement est très... très affecté. Enfin, alors le 19e siècle fait rien, je ne veux pas essentialiser le 19e siècle, mais en tout cas, un certain nombre de penseurs du 19e siècle sont concernés par la question métabolique, même s'ils n'emploient pas le terme, parce qu'il y a une attention très forte à la circulation des matières, de l'énergie dans certains domaines, mais surtout des matières. Et ça va donner naissance à un certain nombre de théories qui, même si elles ne mobilisent pas le terme de métabolisme, renvoient à cette question de la circulation matérielle.
Je pense en particulier à Pierre Leroux. Pierre Leroux, il est surtout connu pour avoir proposé le premier, dit-on, le terme de socialisme, mais il est aussi à l'origine d'une théorie qui s'appelle la théorie du circulus. Et sa théorie du circulus, qui fait énormément écho à des réflexions contemporaines, elle consiste à dire que finalement, ce qui fait en partie la misère ouvrière, c'est le fait que les ouvriers ne rendent pas leurs urines et leurs excréments à la terre de façon à pouvoir produire de la nourriture qui leur permettrait d'accéder justement à une alimentation abondante, saine et à faible prix. Et tout le 19e siècle, même y compris dans les actions urbaines, dans la posture des hygiénistes, des ingénieurs, etc., est traversé par l'idée selon laquelle il y a une importance à réfléchir à la circulation matérielle, qu'il s'agisse des échanges entre ville et industrie, ville et campagne. Et on voit même, au cours de ce 19e siècle, déjà des bilans de matière exactement comme ceux qu'on fait aujourd'hui. J'en ai présenté un exemple ici, qui est un bilan de matière qui est assez tardif dans le 19e, qui a été réalisé par Paul Vincé, qui s'appelle « Statistiques des principes de la fertilité agricole de Paris ». Et donc, ce que calcule Paul Vincé, c'est finalement qu'est-ce que Paris pourrait fournir comme engrais à la campagne. Et donc ça, encore une fois, ça renvoie à cette théorie du circulus, ça renvoie aussi à cette attention matérielle. Quoi qu'il en soit, cette attention matérielle, cette attention à la circulation des éléments, aux échanges entre la ville, l'industrie et la campagne, elle a été très forte au 19e siècle, mais elle s'est éclipsée, pourrait-on dire, pendant la première moitié du XXe siècle, pour plusieurs raisons. Une principale étant que finalement ce que disait Pierre Leroux, ce que dénonçait Marx, n'a plus été un problème. À partir du moment où, pour l'agriculture, on a trouvé des engrais industriels et des engrais miniers, la question des échanges entre ville et campagne, elle ne s'est plus traitée que dans un sens. La campagne approvisionne la ville. La question de la relation entre l'industrie et la ville, elle ne s'est plus posée que dans un sens. L'industrie produit des objets, des choses, des biens qui vont aller vers la ville, mais la ville n'a plus besoin de donner des sous-produits, par exemple des vieux chiffons pour fabriquer du papier à l'industrie. Et donc on a eu, encore une fois, ce 19e siècle extrêmement intéressé par la question du métabolisme de manière implicite ou explicite, puis un premier 20e siècle qui s'en éloigne, et un retour de la question métabolique à partir des années 1960, où là, on va voir émerger un certain nombre d'expressions qui font beaucoup écho à ce dont on parle aujourd'hui, en particulier avec l'émergence de la notion de métabolisme urbain. Donc ce terme, il est proposé... Alors, pardon, avant de dire qu'il est proposé par qui, pourquoi dans les années 60 pour des raisons que tout le monde connaît, qui sont liées à la crainte d'une forme d'effondrement, même si ce n'est pas le terme qu'on emploie à l'époque, qui va susciter le rapport Meadows, etc., qui est lié aussi à des transformation du monde scientifique. Ça, c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire que les années 50-60, c'est la formalisation de la théorie des écosystèmes qui met l'accent sur le fait que lorsqu'on observe un écosystème, il vaut mieux regarder ce qui lie les composants de l'écosystème entre eux que les composants eux-mêmes. Donc ça va remettre l'accent sur l'importance de réfléchir aux relations plutôt qu'aux objets. Ça, c'est aussi très porté par l'essor de la cybernétique, de la théorie de l'information, qui est une autre façon d'avoir une approche relationnelle à travers les échanges d'informations, mais qui se traduit dans l'écologie à travers les échanges d'énergie et de matière. Et donc ça, cumulé aux inquiétudes suscitées par les transformations de la planète, l'émergence de tout un tas enfin, c'est pas nouveau, mais en tout cas la montée en puissance de ces questionnements relatifs à la pollution, etc., à la possibilité de nourrir le monde et compagnie, vont donner renaissance à cette question du métabolisme, qu'on va trouver. Alors, le premier qu'on cite toujours, parce que c'est le premier qui a employé l'expression The Metabolism of Cities, c'est Abel Woolman en 1965. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Abel Woolman, c'est avant tout un ingénieur sanitaire
qui était surtout spécialisé dans la distribution d'eau et l'assainissement, et qui a fait une grosse étude sur la pollution dans les villes états-uniennes. Et donc, cette étude qui abordait à la fois la question de la pollution de l'eau, de l'air et de la production de déchets solides, elle présente la particularité, quand Odum l'a conduit, il va avoir présenté une particularité qui est de dire que finalement, tout ce qui sort d'une ville en termes de déchets de toute nature, solides, liquides, gazeux, ce n'est que le résultat de ce qui rentre. Et c'est pour ça qu'il va parler de métabolisme, en disant, ben voilà, comme dans le texte, il dit, comme un organisme, la ville a besoin d'énergie et de matière pour se nourrir, croître, etc. Et comme un organisme, elle va rejeter des déchets. Mais en fait, Woolman, sa pensée n'est pas très innovante vis-à-vis de la ville, parce qu'en fait, il reste très concentré sur la question des pollutions et sur la question du traitement des eaux, du traitement de l'air, etc. Alors que les écologues, comme par exemple Eugène Odum ou Paul Duvigneau, eux, vont vraiment essayer d'observer la ville comme un écosystème. Eugène Odum va dire que Eugène Odum, qui est le fondateur de la théorie des écosystèmes que je mentionnais tout à l'heure, va en fait défendre l'idée selon laquelle la ville est un écosystème hétérotrophe, c'est-à-dire qui ne produit pas sa nourriture, qui a besoin d'aller chercher sa nourriture ailleurs, et il va être suivi par un certain nombre d'écologues qui vont donc mettre l'accent sur l'importance de mieux comprendre ce métabolisme urbain. Ces travaux sur le métabolisme urbain, en fait, ils vont arriver assez rapidement dans une impasse parce que ils sont fondés sur une vision très, très négative de la ville. En gros, ce que dit Odum, c'est que la ville est un écosystème hétérotrophe. C'est pas le même, il y en a d'autres dans la nature. Mais il va jusqu'à dire que finalement, la ville est un parasite. Elle est un parasite parce qu'elle dépend de la biosphère pour se fournir en toutes sortes de ressources, mais que par les rejets qu'elle produit, elle contribue à la destruction de la biosphère. Donc elle a un comportement purement parasitaire, et on va même trouver des textes qui parlent de la ville comme un cancer à cette époque. Et pourquoi est-ce que je dis que ça aboutit à une impasse ? Tout simplement parce que, une fois qu'on a dit que finalement c'est le fait urbain qui est condamnable, c'est pas tellement la peine d'aller plus loin dans la réflexion sur le métabolisme urbain. La question, c'est plutôt de, si je pousse le trait très loin, c'est pas exactement comme ça que c'est écrit dans les textes, d'éradiquer la ville en quelque sorte. Et ça a suscité, bon, d'abord, ça tourne un peu court en termes d'analyse, de réflexion, puis ça va susciter beaucoup de critiques aussi, de tout un tas de chercheurs, de penseurs, notamment en sciences sociales, qui reçoivent assez mal cette idée selon laquelle finalement la ville est à condamner en tant que telle et en tant que lieu de concentration de population. Simultanément, il y a un autre champ de recherche qui se développe, se développe exactement au même moment, mais se développe de manière complètement indépendante. Il n'y a pas vraiment, je n'ai pas trouvé d'échange entre ces acteurs du métabolisme, si je puis dire, qui est le métabolisme industriel. Et ça vient de gens complètement différents. C'est plus du tout des écologues, mais c'est plutôt des chimistes, des économistes, des physiciens, qui sont à la fois des chercheurs, mais qui parfois travaillent dans les départements de recherche et de développement des grandes entreprises. Et eux, ils ont une vision, pour certains d'entre eux, une vision théorique assez élaborée, qui consiste à dire, finalement, on peut lire l'évolution des sociétés humaines, et notamment l'industrialisation, à travers une lecture métabolique, qui permet de voir finalement comment ces sociétés mobilisent de l'énergie, de la matière, les transforment et ont par là créé des sociétés spécifiques, des modes de vie spécifiques, des modes de captation des ressources spécifiques. Mais ces chercheurs-là, pour beaucoup d'entre eux, sont aussi beaucoup plus inscrits dans une approche de recherche appliquée qui consiste à dire, d'une part, la comptabilité monétaire, ça ne suffit pas à qualifier le système industriel, parce que le système industriel, d'un point de vue matériel et énergétique, n'est pas très performant, et que si on veut rendre le système industriel plus performant, eh bien, il faut le rendre plus performant matériellement et énergétiquement. Donc, limiter les pertes, faire des économies d'énergie, etc. Et donc, cette approche qui est beaucoup plus pragmatique, pourrait-on dire, elle a eu un destin plus glorieux, même si elle fait l'objet de très nombreuses
critique, parce qu'elle est beaucoup plus inscrite dans l'action, et en fait parce qu'elle va se transformer progressivement en une forme d'ingénierie de l'énergie et de la matière. En fait, on pourrait dire que ce qu'on appelle l'écologie industrielle, c'est une sorte de génie chimique qui dépasse les limites de l'établissement industriel. Le génie chimique, c'est la branche de l'ingénierie qui organise la circulation des flux au sein d'un établissement industriel. Le plus bel exemple de génie chimique, c'est les raffineries de pétrole. Vous en avez probablement tous vu, il y a des tuyaux partout, des réservoirs partout, etc. Tout ça, c'est une organisation de la circulation des matières de façon à produire un certain nombre de matières, de composés intermédiaires, etc., qui vont aller à augmenter la performance de la raffinerie. L'écologie industrielle, c'est à peu près la même chose, mais en changeant d'échelle, par exemple en passant à l'échelle de la zone industrielle ou de ce qu'on appelle la symbiose industrielle. Ce métabolisme industriel, donc, comme je le disais, il a eu un plus grand succès et donc il s'est développé de façon plus continue. Enfin, les travaux se sont développés de façon plus continue jusqu'à aujourd'hui, avec la création au tournant du XXe et XXIe siècle d'une société savante dédiée à l'écologie industrielle, la création d'une revue dédiée à l'écologie industrielle, d'un colloque récurrent, etc. Tout ce qu'on fait quand on développe des champs de recherche et qu'on essaye de les institutionnaliser. Mais il a fait aussi l'objet d'un certain nombre de critiques, justement pour sa vision extrêmement cantonnée à une approche d'ingénierie qui s'intéresse finalement relativement peu à qui sont les gagnants et les perdants du métabolisme industriel, quels sont les impacts de ces symbioses industrielles en matière environnementale, au-delà de l'augmentation de la performance des systèmes industriels. On leur a reproché aussi d'être très peu spatialisés et de finalement se concentrer uniquement sur le secteur de la production et finalement de proposer une forme de capitalisme vert, vert comme vous voyez ce que je veux dire, qui irait vers une optimisation des flux sans forcément remettre en question la captation des ressources de la biosphère, etc. Et ça a conduit à proposer, début XXIe siècle, une autre expression qui est celle du métabolisme social. Alors le métabolisme social, c'est une expression qu'on peut rencontrer dans différents courants de recherche. Là, je renvoie plutôt à l'école d'écologie sociale de Vienne en Autriche. Et donc, ces chercheurs qui portent la notion de métabolisme social, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut socialiser le métabolisme. Donc, il ne faut pas faire que de l'ingénierie, que de la comptabilité. Il faut sortir du secteur de la production. Il faut avoir une approche plus compréhensive de ce métabolisme et aussi une approche plus critique de ce métabolisme. Ça a aussi donné naissance en France à ce qu'on appelle l'écologie territoriale, qui est un peu c'est une autre façon d'appréhender les choses, parce que le métabolisme social est souvent assez surplombant. Dans le domaine de l'écologie territoriale, ce qu'on dit, c'est qu'il est aussi important de prendre en compte les lieux où se passent les choses, que l'utilisation des ressources, je sais pas quoi moi, à Paris, c'est pas pareil que l'utilisation. On ne capte pas beaucoup de ressources à Paris. Mais dans la Seine-et-Marne, par exemple, c'est pas pareil que d'aller chercher des ressources en Belgique ou beaucoup plus loin dans le monde. Et que donc il y a une nécessité de territorialiser les approches. Ce qu'on observe, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, c'est que ces dernières années, on a une légère montée en puissance, je ne veux pas me survendre le truc, de l'approche du métabolisme, c'est-à-dire qu'on voit qu'un certain nombre de territoires, en particulier en France mais aussi ailleurs, là j'ai mis je crois que des exemples, non j'ai mis Bruxelles. Bruxelles c'est un hotspot du métabolisme, un certain nombre de territoires à des échelles variées qui commencent à s'emparer de cette question. Qu'est-ce que je voulais dire là ? Bon, voilà quelques exemples, j'y reviendrai après. Ici, ce que je vous présente, c'est le résultat d'un travail qui a été fait par Martial Vialex dans le cadre de sa thèse. Il a essayé de voir la progression à l'échelle nationale des bilans de matière, de la production de bilans de matière. Et donc, vous voyez qu'on part de avant 2010,
une situation en France où tout ce qu'on a, c'est un bilan qui concerne l'Île-de-France, Paris, et puis un autre bilan qui concerne Lille. Celui de Lille a été fait par un bureau d'études qui s'appelle Auxilia, qui est toujours pignon sur rue. Paris, c'est un travail de recherche que j'avais conduit. Et puis, ce qu'on voit, c'est que finalement, progressivement, on a un déploiement de ces travaux qui montre qu'il y aurait peut-être un intérêt plus grand, en tout cas des acteurs publics, pour ces questions. Voilà, donc ça c'est un peu pour cadrer d'où ça sort tous ces trucs, et c'était déjà beaucoup trop long. Pourquoi est-ce qu'on parle de métabolisme? À quoi ça nous sert? Je pense que si on essaye de se dire, voilà, à quoi ça peut nous servir le métabolisme aujourd'hui, c'est à avoir une vision, alors je sais bien que c'est un peu tarte à la crème de le dire comme ça, hein, mais une vision plus systémique de ce que sont les échanges qui existent entre les sociétés et la biosphère, et à ne pas simplement, par exemple, se limiter, comme le faisait Ullmann finalement à la fin, à ce que sont les rejets, par exemple, ou bien à bien connecter ce qu'est la question de la consommation de ressources à celle de la production de déchets, etc. etc. Mais je vais essayer de l'illustrer avec cette deuxième partie. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du bilan de matière. C'est du dernier bilan de matière qui a été réalisé pour l'Île-de-France, pour essayer de vous montrer qu'est-ce que ça nous dit de la matérialité de l'Île-de-France. Alors, voilà, j'ai retrouvé ce que j'ai essayé de dire depuis tout à l'heure, mais qui était coincé quelque part dans mon cerveau, qui me faisait zozoter. Donc, il y a des choses que nous dit le métabolisme, parce qu'on sait déjà, on s'en doute bien qu'il y a beaucoup de matières qui sont consommées par les villes, etc. L'intérêt de l'approche métabolique, je pense, encore une fois, c'est de connecter tous ces sujets, d'une part, et puis c'est aussi, même si la quantification ne fait pas tout, de pouvoir dire, voilà, ça représente tant de millions de tonnes. Et c'est ça, c'est pas juste quelques tonnes, c'est pas des milliards de tonnes, c'est pas des dizaines de milliers, c'est tant. Et ça permet aussi de relativiser aussi un certain nombre d'actions qui sont conduites, comme on va pouvoir le voir dans quelques instants, et de se dire, voilà, ce que nous faisons aujourd'hui, qui semble s'inscrire dans une démarche vertueuse, par exemple d'économie circulaire, ou que sais-je encore, qu'est-ce que ça veut dire en termes de tonnage? Est-ce que ça change vraiment les choses? Ou est-ce que ça ne les change pas? Pourquoi? Et après, bien sûr, la question à se poser, c'est pourquoi ça ne les change pas si ça ne les change pas? Voilà, bref, ça y est, j'ai sorti mon truc. Donc, ce qui est représenté ici, c'est le bilan de matière de l'Île-de-France, donc, qui a été réalisé, qui a été publié en 2024, qui a été réalisé par un bureau d'études qui s'appelle Cité Source, qui est un des bureaux d'études qui produit le plus grand nombre, je pense, de bilans de matière en France. Je suis assez contente parce que il a été fondé par deux personnes qui ont fait leur thèse avec moi, donc voilà. Donc c'est quand même c'est chouette. Et quoi qu'il en soit, donc ils l'ont réalisé pour le compte de l'Institut Paris Région. Donc moi j'ai pas du tout je n'ai pas participé à la réalisation de ce bilan. J'avais participé à à la précédente mouture. La seule chose que j'ai faite ici, moi, c'est faire le schéma. Donc c'est vraiment le gros du travail, c'est pas moi. Et donc, ce que vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décortiquer, ce bilan, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Mais en gros, pour schématiser, quand on fait un bilan de matière, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie un territoire qui est notre territoire d'étude, donc ici l'Île-de-France, et en gros, on regarde ce qui rentre et ce qui sort. Et quand on dit bilan de matière, c'est toute matière confondue. C'est des carottes, c'est des ordinateurs, c'est du pétrole, c'est tout ce qui est matériel. Alors, c'est vrai que des fois, d'ailleurs, pour mes collègues biogéochimistes, ça paraît très bizarre de dire. Ils me disent, mais comment tu peux mélanger ces trucs, quoi? Ça n'a strictement rien à voir. C'est aberrant physiquement de mettre ensemble des carottes et des ordinateurs et du pétrole. Mais l'intérêt que ça a pour nous, c'est, encore une fois, de renseigner ces grandes masses et de pouvoir se dire, bon, voilà, ça fait tant. Et ce temps, c'est important d'en avoir conscience. Voilà. Et donc, si je commence... je pourrais le faire dans un autre ordre, mais je l'ai fait dans cet ordre-là. Il y a une première chose qui est
une chose qui est très importante dans les bilans de matière qu'on peut réaliser, en particulier pour les territoires urbains, c'est que, en fait, quand on regarde ce qui rentre et qu'on enlève ce qui sort, ce qu'on peut regarder, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, c'est ce qu'on appelle l'addition au stock. Et donc, ce qu'on voit, c'est ce qui est indiqué à chaque fois dont je vais parler, c'est à chaque fois ce qui est indiqué dans les rectangles rouges, c'est tout simplement que l'addition au stock dans une région comme l'Île-de-France, elle ne cesse d'augmenter. Et ce stock, il est essentiellement composé de matériaux de construction. Donc c'est quoi? C'est des bâtiments, c'est des infrastructures. Donc en gros, c'est l'urbanisme, l'aménagement et l'architecture. Donc en gros, ce qui fait l'essentiel de cette matérialité, c'est ce que nous enseignons, ce que vous faites, ce que nous faisons, et qui a une forte contribution à cela. Ce que vous voyez ici, c'est que... Bon là, il faut que je mette mes lunettes parce que je ne me souviens plus du chiffre. J'ai oublié de le dire, donc les chiffres que vous voyez, c'est des kilotonnes, et entre parenthèses, c'est des tonnes par habitant. Dans le cas de l'Île-de-France, dans le domaine des recherches sur le métabolisme, on dit que l'Île-de-France, c'est une région mature, au sens où c'est une région qui est déjà très urbanisée et qui est très équipée. Bon, on ne s'arrête pas d'équiper, de faire des trucs, des routes, des machins et des bidules, mais enfin, on a quand même un niveau d'équipement qui est très élevé, quels que soient les services. Et il se trouve que même avec ce niveau d'équipement, ce niveau d'urbanisation, on continue à voir ce stock augmenter. Il y a des villes dans lesquelles le stock augmente encore plus. Toutes les villes qui sont en très forte croissance, en phase de forte urbanisation, voient leur stock augmenter de façon encore plus importante. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les bilans qui sont réalisés, on a toujours des stocks en augmentation. Les rares cas où les stocks diminuent, c'est quand il y a des événements très particuliers, une crise économique qui va faire que... Alors là, c'est pas forcément... Alors, très grosse crise économique, ça peut être des infrastructures qui s'effondrent et qu'on démantèle. Généralement, on ne le démantèle pas. Mais c'est surtout là les biens type automobile, etc., qui pèsent dans le bilan, qui vont diminuer. Ça peut être une guerre, tout simplement. La guerre, ça détruit. Donc la guerre, c'est du déstockage. Ça peut être des catastrophes de type inondation, tornades, que sais-je encore, catastrophes industrielles qui vont provoquer des destructions. Mais finalement, et c'est ce qui est représenté aussi ici, on est vraiment dans une situation où les stocks augmentent. Et donc ça, c'est vraiment révélateur, bien sûr, de la pression sur les ressources, puisque ça veut dire qu'on continue à engranger des trucs, et on n'est pas du tout dans une situation où on déstocke. Encore une fois, sauf dans les cas que j'ai mentionnés, qui ne sont pas forcément des cas super souhaitables. L'autre chose qui est tout à fait fondamentale, c'est ce qu'on appelle les flux vers la nature. Donc c'est ce qui est représenté en gris ici. Les flux vers la nature, ce sont les rejets, tout ce qui part dans l'eau, dans l'air et dans le sol, c'est-à-dire les déchets solides. Ce qu'on voit, c'est que ce flux, il est très significatif si on le compare aux autres, puisque chaque flèche est proportionnelle à l'intensité du flux. Mais ce qu'il y a, c'est que, ce n'est pas indiqué ici, mais ce qui est vraiment important par rapport aux réflexions sur l'économie circulaire et sur tout ce qui se met en place aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce flux vers la nature, il est essentiellement fait de dioxyde de carbone. Donc ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que tout le discours qui consiste à dire, en recyclant, on va limiter la pression sur les ressources parce qu'on va remplacer de la consommation neuve, en fait, c'est un discours qu'il faut complètement relativiser dans la mesure où, dans ces émissions vers la nature, l'essentiel, c'est du CO2 dont on peut faire très peu de choses. Ça pose question, encore une fois, par rapport à cette doxa, qui est d'ailleurs la doxa de l'écologie industrielle, dans le cas des symbioses industrielles. L'idée qui prévaut, c'est celle selon laquelle les déchets des uns seront les ressources des autres et que par là, on diminuera la pression sur les ressources. Ce résultat, il montre que non, en fait, on est très loin d'avoir ce qu'il faut pour cela. Ce qui enfonce un peu le clou sur la faible capacité du recyclage à modifier les choses, c'est qu'on a des taux de recyclage qui restent très faibles. Vous voyez ici, alors le recyclage, il reste dans le système parce qu'on considère que ça ne rentre pas, ça ne sort pas. C'est resté dans le système Île-de-France.
Et donc, vous voyez qu'ici, on est à peu près à 1 tonne par habitant et par an. Et en fait, depuis qu'on fait des bilans de matière pour l'Île-de-France, ben, on reste à peu près sur cet ordre de grandeur de 1 tonne par habitant et par an. Et donc, ça permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, ben, de relativiser certains discours sur, un peu triomphants sur les politiques de recyclage qui seraient très efficaces. Ben, en fait, non, c'est pas très efficace parce que si on compare encore une fois toutes ces flèches, ben, on voit que c'est la plus petite de toutes en fait. Alors qu'on pourrait se dire que compte tenu des politiques publiques qui sont mises en place, ben, on pourrait peut-être avoir des résultats plus importants. Troisième, non, ce n'est pas le troisième, ça doit être le quatrième élément très important quand on réalise un bilan de matière, c'est ce flux très bizarre qui est ce qu'on appelle l'extraction locale inutilisée, et là qui renvoie complètement aux activités alors d'architecture, mais plus d'infrastructure. Tout ça, c'est essentiellement les terres excavées. Ce n'est pas que des terres excavées, mais en gros, ce qu'on appelle l'extraction locale inutilisée, c'est tout ce qu'on sort de terre, parce que ça nous gêne là où c'est, et qu'on va mettre ailleurs. Et du coup, c'est le même flux entrant et sortant, puisque on a enlevé 1 million de tonnes de terre ici pour faire un trou, et puis ce million de tonnes de terre, on l'a dispersé un peu partout en Île-de-France, par exemple, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est une marque très forte de la transformation des écosystèmes, des paysages, etc., par notamment, encore une fois, le déploiement des infrastructures, et qui fait débat aujourd'hui, j'allais dire grâce, c'est un peu bizarre de le dire, au Grand Paris, à la construction du Grand Paris, mais dont on a pendant très longtemps pas du tout parlé. Et il faut même savoir que dans les discussions qui existent à l'échelle internationale sur ces méthodes de bilan, il y a un certain nombre d'acteurs, notamment aux États-Unis, et c'était avant Trump, je tiens à le dire, qui disaient, en fait, ce truc-là, c'est pas intéressant, il ne faut pas le compter dans le bilan. Ça sert à rien, c'est pas un flux économique, c'est le même en entrée et en sortie. Mais en fait, si vous regardez le chiffre que ça représente, ce qu'on extrait qui ne sert à rien, sauf à enlever une gêne pour nous, c'est plus que ce qu'on extrait qui sert à quelque chose, qui est le flux qui est juste au-dessus. Et donc ça révèle quand même quelque chose de la façon dont on manipule en quelque sorte la biosphère sans vraiment se poser de questions. Et là, j'aime bien cette photo parce que je l'ai prise près d'Aix-en-Provence. Et c'est un endroit où il y a eu une construction juste à côté de ce gros tas là. Et donc ce qu'a fait le propriétaire privé de la parcelle, c'est qu'il a fait un tas à côté de sa nouvelle construction, et ce tas il est là. Alors comme j'y vais très souvent, je prends des photos régulièrement, donc maintenant il y a des petits arbres et tout machin, mais c'est très révélateur encore une fois de ce manque de soins porté à ces activités. Je révise parce qu'il y a un truc qui a sauté en fait. Alors je vais le dire maintenant, mais il n'aura pas son petit carré rouge. Mais j'en ai parlé il y a quelques instants. Non, je vais le mettre là. Il y a une flèche marron-rouge là en dessous de la jaune. Ça, c'est ce qu'on extrait du sol d'Île-de-France. Et donc, comme vous le voyez, c'est relativement peu de choses par rapport à ce qu'on importe qui se situe au-dessus. Et ce qu'on extrait du sol d'Île-de-France, c'est essentiellement des matériaux de construction et en second lieu des produits agricoles et alimentaires, mais qui pour une grande partie d'entre eux ne sont pas consommés en Île-de-France. Et puis bien sûr ce qui est tout à fait frappant, qui montre la dépendance régionale à l'extérieur, ce sont ces importations que vous voyez indiquées en jaune, qui renvoient à cette notion qu'employait Odum d'écosystème hétérotrophe, et qui marque la dépendance urbaine à l'extérieur. Et donc ça amène à dire que finalement, ce qui caractérise d'un point de vue spatial le métabolisme urbain, c'est son externalisation. C'est-à-dire qu'il est impossible de penser le métabolisme urbain sans penser des territoires d'approvisionnement, sans penser des distances d'approvisionnement, et sans penser
ce qu'on appelle des flux indirects, qui ont déjà été mentionnés tout à l'heure. Donc ces flux indirects, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les matières qui ont été mises en œuvre pour permettre la production j'espère que j'arriverai au bout, c'est pas sûr. C'est pas garanti. C'est donc toutes les matières qui ont été mises en œuvre pour permettre la production et l'extraction de ce flux jaune. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça qui est important ? C'est que finalement, en termes matériels, l'impact d'une région urbaine, il est plus important à l'extérieur de ses limites qu'à l'intérieur de ses limites. Et que par conséquent, si on veut vraiment réfléchir sérieusement à ces questions matérielles, il faut prendre en compte cela. Et ça peut avoir des impacts en termes de réflexion sur ce qu'est le projet urbain et sur la question des limites du projet urbain, qui est déjà... Enfin, je ne sais pas moi qui ai inventé ça, je sais qu'il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça, mais qui permet de dire, finalement, le projet urbain, certes, il est circonscrit par un périmètre qui a été déterminé, parce que c'est le périmètre de la ZAC ou de l'opération de renouvellement urbain ou que sais-je encore, mais il est aussi ailleurs. Et cet ailleurs, il faudrait arriver à le prendre en considération. Donc ça veut dire quoi ? Si on résume tout ça, c'est que finalement, ce métabolisme urbain, il est extrêmement intense. Vous voyez que ces flux, ils sont très gros, tout simplement. Il est externalisé parce qu'on dépend de l'extérieur pour la fourniture de ressources et parce généralement, on envoie à l'extérieur ce qu'on consomme. Ça c'est un terme que je n'ai pas employé, il est linéaire au sens où il produit énormément de rejets vers la nature. Donc ça, c'est ce qu'on dit quand on parle de extraire, produire, consommer, jeter. C'est la linéarisation du métabolisme. Et il est externalisé. Et donc cette externalisation, en fait, il faut vraiment la prendre avec des pincettes, parce qu'il ne faudrait pas en déduire que l'externalisation du métabolisme urbain, c'est mal, en quelque sorte. Ce qu'on entend parfois dans certains discours. Que la ville dépende de l'extérieur pour s'approvisionner, en fait, en gros, c'est normal. C'est la définition même de la ville que de dépendre de l'extérieur pour s'approvisionner, par exemple, en aliments. La question qui est posée, qui est beaucoup plus importante, c'est d'abord de l'intensité de cette dépendance, qui s'est généralisée à tous les flux depuis les révolutions industrielles, mais c'est aussi, ce qui est beaucoup plus important, la nature de ce que l'on consomme et la mondialisation de ce métabolisme. Et en fait, c'est là où il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants que la question de l'autonomie métabolique qui n'a, enfin en tout cas à mes yeux, absolument qui n'a pas beaucoup de sens en tout cas. Voilà. Et donc pour terminer là-dessus, en fait, quand on regarde ce qu'est le métabolisme urbain aujourd'hui, à travers cet exemple de l'Île-de-France, mais si on réalisait d'autres bilans pour d'autres grandes villes, on arriverait à des représentations très similaires, même si les chiffres étaient un peu différents, parce que plus de stockage, plus de ceci, plus de cela, ou moins de cela. Et donc, on peut faire un bilan assez négatif de ce que c'est que cette matérialité, du fait de son intensité, de ses impacts, etc., etc. Et puis, à côté de ça, ce qu'on a, c'est un discours, au contraire, très engageant sur la transition. Bon, là, j'ai mis des petits extraits de captures d'écran que j'ai faites. J'aurais pu en mettre 12 000 de plus, sur la transition qui serait en train de se faire. Et en fait, ce que nous montrent en tout cas tous les travaux qu'on réalise sur le métabolisme, et encore une fois, pas que les miens, tous ceux qui sont faits par les collègues de par le monde, c'est qu'il n'y a aucune transition qui s'annonce aujourd'hui en termes de métabolisme. Alors, il y a des collègues qui nient même l'emploi du terme transition, qui disent, en fait, la transition, c'est un terme qui est complètement instrumentalisé et qui ne mérite même plus d'être utilisé. Mais même quand on accepte de dire que le mot transition pourrait représenter quelque chose, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, il ne se passe rien qui pourrait manifester une transformation du métabolisme vers quelque chose de plus circulaire, moins intense, moins dommageable à la planète, etc.
c'est d'où l'expression de schisme de réalité. Ça, c'est une expression qui avait été employée par 2 chercheurs dès 2015 lorsqu'ils s'intéressaient plutôt aux politiques climatiques, en disant qu'il y avait un schisme de réalité entre un certain nombre de discours complètement, comment dire, enfin, positif, mais ce n'est pas le terme que je cherche depuis tout à l'heure, mais je ne trouve pas ce que je veux dire, sur la transition énergétique qui sera en train de se faire, notamment grâce à l'électrification, et puis le fait que, en fait, tout ce qui se passe en matière d'énergie aujourd'hui est complètement orthogonal avec ce qu'il faudrait faire, et donc on aurait une espèce de schisme entre une situation observée et des discours lénifiants sur ce qui pourrait se passer. Voilà, donc maintenant, quelques mots sur des enjeux en matière d'urbanisme et de gestion urbaine. Là, je ne vais pas être exhaustive, et il y a certaines choses que vous connaissez déjà, mais je voudrais revenir sur certains éléments qui sont peut-être plus ou moins connus et qui me paraissent importants. Alors, bien sûr, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on pourrait aller vers un aménagement circulaire ? Je reprends, j'ai mis des guillemets parce que c'était le titre d'un travail qui avait été fait par l'Institut Paris Région il y a quelques années, dans lequel c'était Martial Vialex à nouveau, avec Léo Mariazine, je crois, avait enquêté un certain nombre de projets d'aménagement dans lesquels il y avait des intentions affichées de circularité, et donc ils avaient essayé de voir comment s'exprimait cette recherche de circularité. Et ce qui transparaissait de ce travail, c'est que finalement, chacun de ces projets avait une petite chose circulaire, mais se focalisait sur un segment de circularité et seulement un segment. Par exemple, l'utilisation de matériaux de réemploi, mais pas forcément l'économie foncière. Par exemple, la sobriété foncière, mais pas forcément une réflexion sur les matériaux de construction, etc., etc. Et donc, ça montrait plutôt que finalement, cet aménagement qu'on pourrait qualifier de circulaire, il était plutôt partiel que réel, si je puis dire. Alors, on peut quand même citer un projet que vous devez connaître, qui est assez exemplaire et qui est celui qu'on cite toujours à l'appui des travaux du métabolisme urbain, c'est le cas de Pleine Commune. Pleine Commune, c'est vrai que c'est un cas très intéressant pour plusieurs raisons. Alors, c'est pas moi qui ai travaillé sur Pleine Commune, c'est plutôt... moi, j'avais été juste consultée au début quand ils ont fait le bilan de matière, mais j'avais été consultée en tant qu'experte extérieure, mais je n'ai pas produit le bilan. Et c'est aussi Agnès Bastin qui a fait sa thèse sur les déchets du BTP, qui a pas mal travaillé sur le cas de Pleine Commune. Mais en gros, ce qui est intéressant dans le cas de Pleine Commune, c'est que Pleine Commune a fait faire un bilan de matière à l'échelle de l'établissement public territorial. Et de ce bilan de matière a tiré des orientations politiques. Et c'est pour ça qu'on le cite souvent en exemple, parce que c'est assez rare que les bilans de matière donnent lieu à des orientations politiques. C'est-à-dire qu'il y ait le passage à l'action. Et comme vous le savez, Pleine Commune, c'est un territoire dans lequel il y a énormément d'opérations d'aménagement. Et finalement, c'est la raison pour laquelle Pleine Commune a décidé de se consacrer, à travers son étude, son projet métabolisme urbain, à la question des matériaux de construction et pas à d'autres matériaux qui auraient pu être tout aussi intéressants. L'autre chose qui est assez intéressante dans le cas de Pleine Commune, c'est qu'au départ, avant même la réalisation du bilan de matière, l'intérêt de Pleine Commune était plutôt un intérêt d'écologie industrielle. C'est-à-dire qu'il y avait un projet de ZAC dans lequel il devait y avoir un certain nombre d'activités productives. Et donc, l'idée des services plutôt côté développement économique de Pleine Commune, c'était de développer de l'écologie industrielle au sens les déchets des uns seront les ressources des autres à l'échelle de la ZAC. Et en fait, ce qu'avait montré le projet, l'enquête qui avait été faite, le travail d'étude qui avait été fait, c'est qu'au sein de cette ZAC, il n'y avait pas tellement de synergie possible, en fait, d'échange de matières possible. Et c'est ça qui avait conduit à changer d'échelle. C'est-à-dire que finalement, ils n'ont pas lâché l'affaire, les personnes de Pleine Commune se sont dit peut-être qu'il faut qu'on raisonne à l'échelle de l'intercommunalité. Et ça a complètement décalé le projet d'un projet d'écologie industrielle tourné vers le secteur productif à l'échelle d'une ZAC à un projet
de métabolisme urbain tourné vers les matériaux de construction est lié à la fabrique de la ville et non plus au seul secteur productif. Bon, même si on peut dire que la fabrique de la ville, c'est une forme de secteur productif. Cela dit, le travail qui est conduit à Pleine Commune se heurte à tout un tas de limites qui ont à nouveau été étudiées par Martial Bialex. Lui, il a fait Est Ensemble, pardon. Mais on retrouve les mêmes choses pour Pleine Commune, qui est que, en fait, Pleine Commune, comme Est Ensemble, donc, que je viens de citer, essaye de déployer des processus de réemploi, recyclage des déchets du BTP, donc des déchets de démolition, mais de fait ont beaucoup de mal à passer à l'échelle. Les structures qui sont créées, notamment sur le réemploi, sont souvent des structures très fragiles, qui n'arrivent pas à se pérenniser dans le temps, sauf si elles sont sous perfusion de subventions, tout simplement. Donc le modèle économique, finalement, pour l'instant, ne prend pas vraiment. Et pour ce qui concerne le recyclage des déchets de démolition, la question qui est posée, malheureusement, je n'ai pas vu l'exposition qui était mentionnée tout à l'heure, même si je m'étais dit que ça serait bien de la voir. Donc je suppose que ça a été débattu là-dedans. Ça veut dire qu'il faut démolir. Alors aujourd'hui, dans les opérations de renouvellement urbain, on démolit un peu moins qu'avant, mais il y a quand même ce paradoxe de l'économie circulaire et que l'on retrouve dans tous les projets d'économie circulaire, qui consiste à finalement vouloir développer des filières de recyclage qui donc reposent sur des gisements qu'il faut pérenniser, qui, si on veut en faire des filières économiquement viables, doivent aller dans le sens de la massification, et qui dit massification dit nécessité de maintenir les gisements de déchets. Alors que la réflexion sur le métabolisme plus sobre, elle consisterait plutôt à dire que non, en fait, moins on aura de déchets, mieux ce sera, et que donc l'enjeu, il est peut-être ailleurs. Comme je vois que le temps passe très vite, je voudrais plutôt revenir. Alors, j'essaye de choisir des trucs à dire. Ça, je voudrais quand même le citer parce que je trouve que c'est un truc extrêmement important. J'ai parlé des terres excavées aujourd'hui. Là, j'ai mis un extrait de la thèse de Nello Magalhães que peut-être certains d'entre vous connaissent. Cette thèse, elle a été publiée depuis, mais j'oublie régulièrement le titre qu'il a donné à l'ouvrage, qui est... je ne sais plus. Mais bon, si vous cherchez avec son nom, vous le trouverez, et je vous encourage à le lire parce que c'est vraiment un travail tout à fait formidable. Et ce qu'il a fait, entre autres choses... c'est qu'il a travaillé sur cette question des terres excavées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'il montre... Alors, il a essayé de faire cette quantification, déjà, de ce qui a été excavé depuis 1945 en France. Et donc, il arrive à un chiffre qui est de 10 milliards de mètres cubes. Et donc, pour essayer de donner un point de comparaison, parce qu'en fait, 10 milliards de mètres cubes, on se dit, ça fait quoi ? Il a donné cette comparaison très belle, que je trouve très belle, qui est, ce serait l'équivalent de 20 montagnes, puisque nous savons que le plus gros écroulement que l'Europe ait connu en 2000 ans, lorsqu'une montagne entière disparaît en 1248 en Isère, représente environ 500 millions de mètres cubes. Mais ce qui est très intéressant dans le travail de Nello Magalhães, c'est qu'il montre que finalement, ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'à l'échelle des gros projets d'infrastructure, on a abandonné le sacro-saint principe de l'équilibre des blés-remblais. Dans la doctrine des travaux publics depuis le 19e siècle au moins, l'équilibre des blés-remblais fait partie de la doctrine. C'est-à-dire que si on déblaye, il faut remblayer sur place. D'abord parce que transporter des choses, c'est trop cher, c'est trop lourd, c'est trop ceci, c'est trop cela. Et donc, il y a vraiment une idée de cet équilibre à l'échelle du projet. Et ce qu'il montre dans son travail, c'est que, avec notamment la production d'engins de plus en plus capables de déplacer des volumes de plus en plus importants à des coûts de plus en plus faibles, cet équilibre des blés-remblais, il est devenu moins nécessaire.
et il a progressivement été considéré comme finalement inutile. Alors je dis pas, et il ne dit pas non plus, qu'aucun projet ne travaille sur l'équilibre des Béramblais. Et on sait bien, même dans la production architecturale, urbanistique, il y a un certain nombre d'acteurs qui en font un élément du projet, mais en grande masse, la tendance générale, c'est plutôt à se dire, on s'en fiche. Et ça, c'est vraiment une question qui est tout à fait fondamentale, de se dire, finalement, l'excavation ne devrait-elle pas faire partie d'une évaluation de ce que sont les caractéristiques environnementales ou socio-écologiques d'un projet d'urbanisme, d'aménagement ou d'infrastructure. Il y a un autre ensemble de choses qui me paraît extrêmement important. Donc, pardon, je termine sur ce que j'avais commencé à dire. Donc, il est clair que on pourrait dire encore beaucoup de choses sur la question du projet et de sa parcimonie. En fait, il y a quand même une contradiction majeure qui n'est pas réglée aujourd'hui, qui est que tout l'urbanisme et l'aménagement, dans leur fondement, au sens des théories de l'urbanisme et de l'aménagement, mais aussi dans leur fondement économique et politique, repose de toute façon sur le principe de la croissance et de la nécessité d'urbaniser, d'une façon ou d'une autre, même en faisant du zéro artificialisation nette. Et donc c'est là où il y a aussi un caractère orthogonal entre l'idée d'un urbanisme circulaire et l'idée d'un urbanisme et d'un aménagement qui, de toute façon, sont tournés vers ce principe et ce paradigme de la croissance. Et donc finalement, si on n'interroge pas cette question, mais de toute façon, on n'en sortira pas et l'urbanisme circulaire ou sobre, ou que sais-je encore, n'existera pas. Après, il y a une autre question qui est tout à fait importante, qui est la question aussi de la ville en fonctionnement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on produit, quand on fabrique de la ville, au moment où on la fabrique, on agit sur le métabolisme, parce qu'on utilise des matériaux de construction, on fait des déblais, machin, etc. Mais on produit aussi une ville qui va engendrer des flux de différentes façons, avec des intensités différentes. Et là, il y a aussi des enjeux majeurs, en particulier, alors il y en a plusieurs, hein, mais je cite ceux qui sont plus mon dada, disons. Il y a cet enjeu, en particulier, de l'azote et du phosphore. Alors aujourd'hui, on parle un peu plus d'azote et de phosphore, mais il faut savoir que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, l'azote et le phosphore étaient des impensés totaux de la réflexion sur la ville. Bon, maintenant, c'est des impensés quasi totaux, on va dire. TOTAUX, complet, veux-je dire. Alors, pourquoi est-ce que l'azote et le phosphore, c'est important ? Parce que dans les limites planétaires, dont vous avez déjà entendu parler probablement, c'est une des limites les plus dépassées en termes donc, de soutenabilité des activités humaines. C'est-à-dire qu'on consomme trop d'azote, on consomme trop de phosphore, et on transforme trop les cycles de l'azote et du phosphore. Et ce sont des enjeux qui sont aujourd'hui, dans la plupart des cas, uniquement rapportés à des questions agricoles. Parce qu'on dit, en fait, le problème de l'azote et du phosphore, c'est une question d'engrais et c'est une question de production de viande. Mais ce sont aussi des questions urbaines, pour deux raisons. La première, c'est que ces nourritures végétales et animales, in fine, elles finissent pour une grande partie en ville. Donc, c'est là que se trouve la consommation. Et d'autre part, parce qu'en ville, on produit énormément d'azote et de phosphore sous forme d'urine, d'excréments et de déchets organiques. Et donc là, dans les enjeux vraiment en termes de fabrique de la ville et de réflexion sur ce que c'est que la ville et ce que sont les services urbains en réseau, cette question, elle est tout à fait fondamentale. Ce que vous voyez sur le graphique du haut, là, c'est la situation actuelle pour l'azote du rendement, ce que devient l'azote issu des villes. Et donc, vous voyez qu'actuellement, à l'échelle nationale, l'azote des eaux usées est recyclé vers l'agriculture à 10%. Donc, ça veut dire qu'à 90%, il est dilapidé dans l'environnement et il contribue à la destruction de l'environnement, de la santé publique, de tout ce des milieux, de l'eau, de tout ce qu'on veut.
Et donc cette question de la fermeture, de ce qu'on appelle la fermeture des cycles biogéochimiques, ben, c'est une question qui est aussi bien urbaine que rurale et qui mériterait d'être véritablement prise en compte. Alors il y a un cas qu'on peut citer qui est assez emblématique de cette prise en compte, qui est la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, dont vous avez peut-être entendu parler, dans laquelle on va mettre en place, on est en train de mettre en place la séparation à la source des urines, et donc avec une récupération des urines et une transformation en engrais à l'échelle de la ZAC, donc avec une petite usine de fabrication d'engrais. Mais vous voyez que dès qu'on commence à réfléchir à ça, parce que vous pourriez dire, ouais, bon, ok, c'est bien mignon l'azote, mais en quoi ça concerne les architectes, les urbanistes, etc. Ben, s'il faut réfléchir à la place de la récupération des urines, la place de l'usine d'engrais, les échanges à mettre en place avec les zones agricoles, etc., ben, ça devient une question qui est entièrement une question d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement. Pas que, bien sûr, mais en tout cas aussi une question d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement. Et la question qu'on pourrait se poser par rapport à ça, ben, c'est peut-être qu'on est à un moment là où il y aurait peut-être des choses à déployer dans ce sens-là, parce que, comme vous le savez, les villes sont de plus en plus intéressées par la question alimentaire, pour des multiples raisons, que ce soit de sécurité alimentaire, que ce soit de précarité alimentaire, etc., que ce soit de qualité de l'alimentation. Et donc, il y aurait peut-être une opportunité à saisir pour passer de ces politiques alimentaires urbaines à ce qu'on pourrait appeler des politiques biogéochimiques territoriales qui prendraient en compte l'ensemble de ces circulations et qui uniraient enfin la question de la ville et la question de la campagne. Ce que j'ai mis pour l'illustrer, c'est un travail d'atelier qui a été fait dans le cadre du M2 urbanisme dans lequel j'interviens. Bon, alors comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais passer là-dessus. Il y a une autre chose qui me paraît tout à fait importante et qui est absolument pas abordée aujourd'hui. Alors la question de l'eau, pendant longtemps, tout le monde s'en est fichu en milieu urbain. On considérait qu'en tout cas en France, on avait assez d'eau, tout allait bien. Bon, il y avait quelques restrictions l'été parce qu'il faisait un peu chaud. Bon, depuis quelques années, la situation a un peu changé. On commence à se rendre compte du fait que de l'eau, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez intéressant quand même de noter ça parce que, par exemple, en 2009-2010, j'avais travaillé avec l'atelier parisien d'urbanisme sur le réseau d'eau non potable de la ville de Paris. Et à l'époque, le discours du service technique de l'eau et de l'assainissement de la ville de Paris, c'est qu'il n'y a aucun problème d'approvisionnement en eau à Paris et de rareté, de pénurie d'eau à Paris et de rareté de la ressource. Alors qu'en fait, il y avait déjà un problème depuis 100 ans de rareté de la ressource, puisque ce qui fait qu'on a de l'eau à Paris en été, c'est qu'on a des barrages réservoirs qui stockent l'eau en hiver. Et ces barrages réservoirs, ils n'ont pas été construits, contrairement à ce qu'on dit généralement, pour protéger Paris et l'agglomération parisienne des inondations. Ils ont en première instance été créés pour fournir l'agglomération parisienne en eau en été pour faire face justement aux excès de consommation. Puisque finalement, le problème de l'eau, ce n'est pas la pénurie d'eau, c'est l'excès de consommation d'eau. Mais ce n'est pas en ces termes-là que c'est posé généralement. Aujourd'hui, on dit c'est la pénurie liée au changement climatique, sans dire mais c'est aussi nos excès. Et ce sur quoi je voulais insister là, c'est sur le fait que quand on regarde un peu ce qui se fait aujourd'hui dans les réflexions sur la ville et l'eau, on a énormément de réflexions qui sont conduites sur l'eau dans l'espace public. Sur à la fois, alors pour la gestion des eaux pluviales, par exemple le plan Paris Pluie ou tous les plans de gestion des eaux fluviales, les plans de gestion surfaciques des eaux pluviales. On a toute une réflexion sur l'eau dans la ville autour, par exemple, de la gestion des îlots de chaleur urbains, autour de la question de la renaturation des cours d'eau. Mais à aucun moment, cette question n'est traitée en même temps que la question de la consommation d'eau dans l'espace privé. On est dans une situation où ces deux questions sont considérées comme relevant de logiques différentes, comme si dans les deux cas, ce n'était pas de la flotte, comme si d'ailleurs la flotte qui est quelque part à un moment donné n'était pas dans la maison à un autre moment. Et finalement,
je pense qu'en termes de réflexion prospective sur l'eau, ce qu'il faudrait arriver à conduire, c'est une réflexion conjointe sur ce qui est consommé, la façon dont on gère l'eau du dedans et la façon dont on gère l'eau du dehors. Et la question qu'on pourrait même poser, ça serait de dire, finalement, ne faudrait-il pas consommer moins dedans? Mais là, personne ne vous posait la question de ce que ce serait consommer, non pas 150 litres par habitant et par jour dans la maison, 130 à Paris, mais 50 ou 40 ou 30. Et au contraire, d'avoir plus d'eau dehors qui permettrait finalement de mettre en valeur cette eau au titre des aménités, des milieux, etc. et au titre de son statut de bien commun, puisque le bien commun, c'est un truc à la mode en ce moment, on pourrait y aller dans le cas de l'eau. J'ai encore 2 minutes ? Oui, bien sûr. Pour terminer sur cette partie, ce sur quoi je voudrais insister, j'ai utilisé à plusieurs reprises le mot de sobriété, qui est un mot qui était peu utilisé jusqu'à ce que Macron en parle, en gros, avec la question de la sobriété énergétique et la question de la sobriété en eau. Mais il se trouve que je pense que la question de la sobriété, c'est vraiment une question à prendre au sérieux, et surtout en pesant bien la nécessité de la distinguer de la notion d'efficacité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde de nombreuses politiques publiques ou stratégies privées d'ailleurs, elles mettent en avant l'idée selon laquelle il faudrait être plus sobre, c'est-à-dire prélever moins de ressources. Mais cette sobriété, elle est souvent atteinte, ou en tout cas on pense qu'elle sera atteinte par l'efficacité. C'est-à-dire par l'idée selon laquelle on pourra faire pareil, mais grâce à des dispositifs techniques plus performants, on pourra moins consommer. D'ailleurs, dans le domaine de l'eau, c'est très criant, mais dans le domaine de l'énergie aussi, etc. etc. On a aussi conduit, dans le cadre du groupe régional d'experts sur le climat d'Île-de-France, un travail avec la ville de Paris, justement, sur la notion de sobriété et d'efficacité. Et ce que nous disaient souvent les agents de la ville, c'est oui, c'est important la sobriété, mais en fait, l'efficacité, c'est la première marche vers la sobriété. Et en fait, ça, c'est aussi une chose qu'il faut déconstruire parce que, en fait, ce que fait l'efficacité, la focalisation sur l'efficacité, c'est qu'elle empêche, en fait, de penser à la sobriété d'usage, qui serait la première chose à rechercher avant même de chercher l'efficacité. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, en fait, il y a de très nombreux travaux qui montrent l'insuffisance de l'approche par l'efficacité. Ce qui est présenté sur ce graphique-là, c'est le résultat d'un travail de recherche qui repose sur la compilation de tout un tas d'études, qui a essayé de mesurer l'effet de l'effet rebond sur la consommation énergétique. Donc l'effet rebond, je ne sais pas si vous en êtes familier, mais en gros, ça consiste à dire que, par exemple, supposons que j'ai une voiture qui consomme moins d'essence, donc je vais dépenser moins d'argent en essence. Ce que je risque de faire, c'est soit de rouler plus, parce que je me dis « chic, alors je vais pouvoir aller plus loin ou plus souvent », ou bien ce que je risque de faire, c'est avec l'argent que je ne dépense plus pour mon essence, c'est aller m'acheter des trucs. Et donc ces trucs, ils vont induire de la consommation énergétique parce que pour les fabriquer, surtout s'ils sont en plastique, il faut du pétrole. Et donc l'effet rebond, c'est ça, c'est le fait que en fait l'efficacité, elle est perdue parce que quand si on traduit en particulier monétairement les gains d'efficacité, la tendance des ménages et des entreprises, ça va être à utiliser l'argent économisé, soit pour faire plus de ce qu'ils faisaient avant, avec le gain d'efficacité, soit pour faire autre chose, mais qui de toute façon aura un effet sur la consommation énergétique. Et c'est ce qui est représenté sur ce graphique. Et en fait, ce qui montre ce graphique, c'est que dans le domaine de la circulation automobile,
la compilation des travaux montre que plus de la moitié de ce qu'on gagne en efficacité est perdu en effet rebond. Donc ça montre bien que même avec des trucs super efficaces, de toute façon, on pourrait dire c'est toujours ça de gagner, mais comparé au coût que représentent ces recherches d'efficacité, ça veut dire que la solution, à nouveau, elle est ailleurs, et que par conséquent, finalement, ce qui est le préalable, c'est la sobriété d'usage. Mais il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'on pourrait dire vous voulez dire la sobriété d'usage au sens où, oui, il faut que les gens soient responsabilisés, que donc ils se disent tout seuls, non, je ne vais plus prendre ma voiture parce que c'est pas bien la voiture, etc., etc. Non, la sobriété d'usage, c'est le résultat d'un projet politique. La sobriété d'usage, elle est en fait, pour chacun d'entre nous, quasiment impossible, sauf pour quelques pourcents, dans la mesure où nous dépendons d'un système, d'un ensemble d'infrastructures, de ressources, de services, qui fait que, par exemple, pour certaines, pas à Paris, mais dans certaines régions, on est dépendant à l'automobile. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, ça veut dire que la sobriété d'usage, ce n'est pas une sobriété individuelle, c'est une sobriété de société, et qui donc doit résulter d'un projet politique de société, et donc de choix collectifs, dans la mesure où on peut difficilement imaginer qu'on va l'imposer. Donc ça, c'est aussi une façon de dire que cette question sobriété versus efficacité, c'est une façon de repolitiser la question de la consommation de matière et d'énergie, en disant, non, ce n'est pas une question d'efficacité technologique, c'est une question de choix collectif de sobriété. Et donc, je parle encore 3 minutes. 3 minutes ? Oui, de toute façon, je crois qu'il faut absolument parler. Voilà, et donc par rapport à ces questions de sobriété et d'efficacité, pour terminer, je voulais revenir sur cette question de transition, et là, un peu changer d'approche. Changer d'approche, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une campagne menée par l'association Mountain Wilderness, qui est l'association de défense de la montagne, qui vise à inciter les gens à aller à la montagne sans voiture. Et donc, je suis fan de Mountain Wilderness. Voilà, j'ai fait ma petite pub. Donc, adhérez à Mountain Wilderness. Changer d'approche. Donc là, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est le résultat d'un travail qu'on a conduit au sein d'un programme de recherche qui s'appelle le Pirensen. Donc, il y a un programme qui travaille sur le bassin de la Seine, donc tout le bassin de la Seine, de l'amont à l'aval, et qui... donc c'est un travail qu'on a conduit avec un certain nombre de collègues dont j'ai mis les noms ici, dans lequel on s'est demandé, en fait, on a essayé d'élaborer des scénarios sobres. Donc on est parti de ces principes que j'ai énoncés tout à l'heure, qui consistent à dire, l'efficacité ça suffit pas, il faut de la sobriété d'usage, et ce qu'on s'est demandé, c'est au moins 2 choses. La première, c'est est-ce que la sobriété d'usage est possible au sens physique? Est-ce que, par exemple, si on disait on met toute l'agriculture en bio, est-ce qu'on peut se nourrir? Ça, c'est une question importante quand même par rapport à la discussion actuelle. Et puis, la deuxième question qui était complètement imbriquée, c'était à quelles conditions politiques? C'est-à-dire, comment est-ce que des décisions politiques pourraient amener à ces situations de sobriété. L'autre chose qu'on a faite dans ces scénarios, mais je ne veux pas en parler trop longtemps de ça, c'est qu'on a essayé de travailler sur des scénarios sans effondrement. Contrairement à d'autres scénarios, il y a un scénario très intéressant qui a été fait par l'Institut Momentum sur l'Île-de-France, mais qui est un scénario qui s'appelle l'Île-de-France après l'effondrement. Donc il se dit, on a perdu la moitié de la population, comment on réorganise tout ça? Et donc nous, on n'a pas assumé, en fait, d'éliminer des gens, donc on n'a pas fait d'effondrement. Et voilà, et donc ces 2 scénarios, il y en a un qui s'appelle Les villes en leur bassin, qui est un scénario fondé sur un système éco-socialiste, qui s'appelle Les villes en leur bassin, parce que dans ce scénario, ce qu'on a imaginé, c'est qu'on avait donc une recherche de sobriété et d'une mise en valeur, d'un ancrage plus profond des sociétés du bassin de la Seine dans ce bassin, et notamment
dans les ressources de ce bassin, d'où le rôle des villes petites et moyennes. Et donc, ce qu'on s'est imaginé dans un premier temps, c'est qu'on aurait un régime... pardon, là je commence à fatiguer. Un système agricole complètement transformé en polyculture élevage biologique, avec un régime qu'on a appelé demi-tarien. Alors ça fait bizarre, quand on l'a élaboré, on ne parlait pas trop de flexitarien. Demi-tarien, ça veut dire 2 fois moins de protéines d'origine animale. Et dans lequel on a une forte réduction de la consommation énergétique. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Et le second scénario, alors lui, il est beaucoup plus volontariste, puisque c'est un scénario municipaliste, biorégional, donc qui est entièrement fondé sur la notion de bien commun, dans lequel on a imaginé une redistribution de la population en France et en Europe, mais pas d'élimination de cette population, avec un régime qu'on a appelé cette fois-ci tertitarien, donc 3 fois moins de protéines d'origine animale, de la polyculture et élevage biologique, de l'agroforesterie, donc quelque chose de plus volontariste en termes de transformation du système agri-alimentaire, et puis là, à nouveau, une consommation énergétique très très décroissante. Je vais y revenir dans 2 secondes. Pour ces scénarios, en fait, on s'était donné les bases sur le système agri-alimentaire. Et pour ce qui est des systèmes énergétiques, ce qu'on a fait, c'est que pour le scénario les villes en leur bassin, on s'est reposé sur le travail de l'association Négawatt, que vous connaissez peut-être. L'association Négawatt, elle produit des scénarios depuis quelques années maintenant. Et on s'est dit que leur vision, même si on l'a un peu adaptée, correspondait assez bien à notre scénario. Et donc, ce qui est important dans ce scénario qu'on a appelé écosocialiste ou les villes en leur bassin, c'est qu'on est dans un scénario dans lequel on a une idée de diminution de la consommation. C'est-à-dire que le projet politique qui est porté, c'est de faire consommer moins qu'aujourd'hui. Donc, le référentiel de cette société, c'est aujourd'hui. Et on se dit, on va essayer de diviser par 2, par exemple, la consommation d'énergie. On va essayer de diviser par 2 la consommation de je ne sais pas quoi, etc. etc. Dans le second scénario, le scénario post-métropolisation, éco-socialiste, on a utilisé un référentiel complètement différent. C'est-à-dire que là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était dans une société dans laquelle on n'avait plus de référentiel actuel, mais où on partait de la notion de besoins essentiels ou de conditions de vie décentes. Si on se mettait à discuter entre nous de c'est quoi les besoins essentiels, là, on pourrait passer toute la nuit à s'engueuler, etc. On a admis que c'est une scénarisation, que des discussions avaient lieu au sein de cette société qui permettaient de se mettre d'accord, même en s'engueulant, très certainement beaucoup, sur qu'est-ce que ce seraient ces besoins essentiels. Ou ces conditions de vie décentes. Et nous, pour faire nos calculs, on s'est basé sur un travail de collègues qui ont essayé de déterminer ce que ce seraient des conditions de vie décentes, donc ce qui est contenu dans ce tableau. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais si vous arriviez à le lire, vous verriez que ces conditions de vie décentes, ce n'est pas des conditions de vie amish, ce n'est pas des conditions de vie médiévales non plus, puisqu'il y a des téléphones portables, il y a de la consommation d'eau, il y a des vêtements, etc. Il y a 50 litres d'eau par habitant et par jour, ce qui est quand même déjà beaucoup. C'est des conditions de vie qui sont très supérieures à celles d'une très grande partie de la population mondiale. Donc, c'est un référentiel qui n'est pas, encore une fois, je me fais du mal parce que je fais du mal à la planète, quoi, en gros. Et les travaux de ces collègues ont converti ces conditions de vie décentes en consommation énergétique. Et donc, ils arrivent à des résultats qui sont assez extraordinaires, puisque ce que vous voyez ici, ce sont des consommations finales d'énergie. Et donc, la première barre, là, c'est leur résultat, qui arrive à peu près à 15 gigajoules par habitant et par an. Et vous voyez que c'est mieux que l'Uruguay. C'est à peine plus que le Rwanda, qui sont des pays dans lesquels les conditions de vie
ne sont pas décentes. Et c'est même mieux que ce qu'on faisait en France au XVIIIe siècle, où on était à peu près à 25 gigajoules par habitant et par an. Donc, bon, bien sûr, on pourrait dire, oui, comment est-ce qu'ils ont fait leurs calculs, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que montrent ces travaux, c'est que quand on rentre dans le sujet par cette idée de conditions de vie décentes, on peut arriver à des résultats qui sont très faibles en termes de consommation énergétique. Et donc ça, c'est les résultats chiffrés en termes de consommation énergétique dans les deux scénarios. Donc vous voyez la référence, ça c'est la France actuellement, en consommation primaire et finale, en gigajoules par habitant et par an. Alors pourquoi on utilise des gigajoules? Parce qu'aujourd'hui, toute la comptabilité se fait en kilowattheures, après avoir été faite en tonnes équivalent pétrole, ce qui montre qu'il y a une façon de naturaliser l'électrification du monde, et après avoir naturalisé la pétrolisation du monde. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on préfère utiliser l'unité du système international, qui est une unité, alors, neutre, bien sûr, on pourrait discuter pourquoi le joule, etc., mais en tout cas plus neutre. Et donc, vous voyez que on arrive à des résultats qui sont alors, moyennement faibles pour les villes en leur bassin, ça c'est négawatts, et très faibles pour post-métropolisation. Et pour terminer sur ces scénarios, en fait, ce qu'ont montré les simulations qui ont été réalisées, c'est que avec ces conditions agri-alimentaires et ces conditions énergétiques, le bassin de la Seine, dans les deux cas, alors dans le deuxième cas, il a moins d'habitants qu'aujourd'hui, mais je vais revenir là-dessus dans 2 secondes. Dans les deux cas, le bassin de la Seine se nourrit. Dans le premier cas, les villes en leur bassin, ils exportent. Donc la condition de solidarité, elle est maintenue. Dans le second cas, on n'a pas quantifié d'exportation, mais on a majoré la production pour avoir des réserves de solidarité. Donc ça veut dire qu'on peut se nourrir et on peut aider ses voisins. Et qu'avec ces productions, ces consommations énergétiques, le bassin de la Seine peut produire cette énergie dont il a besoin. Et ça, alors on pourrait dire oui, mais vous avez pris le bassin de la Seine, c'est un bassin fertile, blablabla. En fait, mes collègues biogéochimistes qui ont fait les calculs ont étendu le calcul à la France entière, et en fait, ils montrent que ça marche quand on fait la même chose à l'échelle de la France entière, et que ça marche quand on le fait à l'échelle européenne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, par rapport à la situation actuelle? C'est une façon d'être plus positive que ce que j'ai dit tout à l'heure sur la situation actuelle du métabolisme. Je vous disais que quand on quantifie le métabolisme aujourd'hui, on se rend compte du fait qu'il n'y a aucune transition en vue, mais quand on fait de la scénarisation en se donnant des hypothèses assez fortes, on se rend compte du fait que la transition, elle est physiquement possible. Et ça, c'est une façon de répondre aussi à toutes les personnes qui disent « Oui, mais vos trucs là, c'est un peu foufou, quoi. C'est des trucs de babos, comme disent certains, ça peut pas marcher, on nourrira pas tout le monde, on n'aura pas l'énergie qu'il faut, etc. » Et en fait, ça montre que finalement, un autre monde est possible, mais il est possible à des conditions politiques, certes très fortes, si je puis dire. Voilà, je vais m'arrêter là, et donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sabine Barle. On va passer aux questions, donc n'hésitez pas à demander. On va vous passer un micro. En attendant, j'en ai une première. En fait, j'en ai 2, mais je vais commencer par une. C'est vrai que on est vraiment dans une société, où on a des injonctions complètement contradictoires, puisque on a des politiques publiques pour la sobriété et en même temps on a des politiques publiques de réindustrialisation. Par exemple, si je prends mon thème cher de la question de la ville productive, par exemple. Et la réindustrialisation, évidemment, elle renvoie à ce paradigme de la croissance. Et en même temps, on voit aussi, cette année, en 2026, là, c'est l'année de la robotisation, par exemple.
Moi, j'ai pu voir ça au salon d'industrie. Il y a un développement mais énorme de la robotisation. Et concrètement, là, on est en train de faire des robots qui sont justement efficaces, accessibles financièrement pour des entreprises qui vont remplir leurs usines de robots. Maintenant, des robots humanoïdes en plus. Donc avec une espèce d'agilité, etc., qui est accélérée par l'IA, qui aussi, évidemment, rend ces robots encore plus intelligents et aisés. Donc on voit que, je veux dire, on a une société qui est absolument incroyable quand même. Hein. On est vraiment toujours en permanence dans un grand écart entre toutes ces directions. Et en même temps, donc, ce que je me demandais, la question est la suivante, par rapport au scénario prospectif. Tu as bien parlé finalement de variables d'ajustement qui étaient le système agroalimentaire d'une part et la variable du choix énergétique. Mais finalement, cette question justement de l'industrie, du développement industriel, comment vous en êtes tiré finalement? Qu'est-ce que vous en avez fait? En fait, si on revient à la question de ce que serait peut-être un métabolisme souhaitable, enfin, si on se dit il faut essayer de respecter les limites planétaires, etc., on voit bien que, ça j'en ai pas parlé, mais c'est l'occasion de le faire, on a un enjeu donc, de moindre intensité du métabolisme, ça c'est clair, mais aussi on a un enjeu autour des ressources qu'on mobilise. Et donc on voit bien que la question est celle de se reposer sur des ressources renouvelables. De toute façon, quand on dit ressources renouvelables, on implique forcément sobriété, puisque la quantité de ressources renouvelables, elle est finie. Malgré tout, on peut admettre qu'on peut avoir besoin d'un certain nombre de ressources qui ne sont pas renouvelables. Sortir du métal, par exemple, c'est très difficile. Et le métal, c'est quand même super pratique pour plein de trucs. Et donc, nous, ce qu'on a imaginé dans les deux scénarios et qu'on a poussé le plus à bout dans le deuxième scénario, c'est qu'on s'est dit que finalement, dans le cadre de cette sobriété, ce qui allait être très important, c'est le démantèlement. C'est-à-dire qu'on va avoir des surfaces, des zones entières qui vont être inutiles et que ces zones, elles vont devenir des réservoirs de matières premières secondaires. En fait, en gros, ce qu'on a pour les matières non renouvelables. Ce qu'on a essayé de pousser au bout, un peu, c'est l'idée de l'urban mining qui existe aujourd'hui, mais qui est très peu, finalement, développée dans les faits. Mais là, en se disant, voilà, si on ferme l'aéroport Charles de Gaulle, il y a plein de trucs à récupérer, là. Bon, alors après, on a même imaginé que, comme tout ça, c'est délibératif et tout, qu'on allait discuter pour savoir est-ce qu'on le fait vraiment, parce que c'est quand même super pénible d'aller chercher des matières premières secondaires. Donc, comment est-ce qu'on organise le travail autour de ça, etc., etc. Donc voilà, donc l'idée, c'est de se dire qu'on a tellement extrait jusqu'à présent qu'une société sobre peut probablement se reposer sur les gisements de matières premières secondaires. Donc ça veut dire qu'il y a une activité productive, il y a une activité de réparation, forcément, qui a à conduire, mais qui n'est pas portée par une idée de croissance. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle probablement dans cette histoire. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour la conférence. Je me demandais si la difficulté, c'est qu'il y ait un engagement politique et que ça serait plutôt donc le peuple qui sera sera la force de demande. Comment éduquer, sensibiliser l'approche de l'usage sobre? Déjà, ce qu'on voit, effectivement, donc il y a une question de choix politique, mais ce qu'on voit, c'est que, c'est toujours cet exemple malheureux, mais heureux d'une certaine côté. Lors de la conférence sur le climat, en fait, les membres de la conférence, ils ont fait des propositions qui n'étaient pas des experts du climat au départ. Ils ont fait des propositions qui étaient très engagées vers de la sobriété, en tout cas des politiques très volontaristes vis-à-vis du climat. Bon, après, on ne les a pas écoutés. Mais ça veut dire que quand on provoque le travail
là, autour de cette conférence-là, ça prend. Et donc, je pense qu'on peut avoir... cette confiance-là, on peut l'avoir. Mais pour l'instant, ces arènes de discussion, elles n'existent pas, ou lorsqu'elles existent, elles sont bafouées in fine. Pour les personnes qui n'ont pas du tout accès à ce genre de réflexion, justement qui, dans leur consommation, rentrent dans le cadre de l'efficacité, de la surconsommation, comment ils peuvent avoir accès à cette sobriété d'usage? Alors, ce que je peux dire, c'est dans le cadre de la... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des dispositifs qui existent, justement de conférences diverses et variées, conférences de consensus, conférences citoyennes. Quand on met en place ce genre de dispositif, on met en place aussi des dispositifs de formation. Parce que, de fait, la question, c'est aussi de s'approprier un savoir qui n'est pas maîtrisé au départ. Donc ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire. Après, et donc on compte aussi sur une forme d'essaimage. Après, dans le cadre de nos scénarios, on a imaginé des trajectoires qui conduisaient à nos situations. Dans le scénario écosocialiste, en fait, ce qu'on a imaginé, dans les deux scénarios, on a imaginé que quand même on avait un ensemble de crises qui provoquaient le changement. Mais simplement, ces crises ne sont pas exactement les mêmes et surtout, elles ne conduisent pas à la même chose. Dans le premier cas, en fait, ce qu'on avait imaginé, c'est que ces crises, elles conduisaient à une montée en puissance de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, donc les associations, les syndicats, notamment suite à leur engagement lors de grands procès sanitaires, environnementaux, etc., dans lesquels ils montrent leurs compétences et finalement, ils deviennent de plus en plus écoutés et crédibles. Et donc ça devient le moteur, dans notre scénario, le moteur de ce changement politique. Dans le deuxième scénario, ce qu'on avait plutôt imaginé, c'est que c'était des mobilisations citoyennes de ras-le-bol, en gros, liées à la fois à des questions de consommation. On a notamment pris une inspiration chez les Gilets jaunes, mais pas que, aussi chez tous les mouvements qu'on voit aujourd'hui de décroissance, d'écolieux, de recherche de collectifs alternatifs, et donc avec l'idée d'une montée en puissance de ces mobilisations-là. Et on avait même imaginé que donc il y avait des formes de territoires dissidents qui émergeaient, qui décidaient de sortir de l'organisation politique générale, et que du coup l'État se sentait obligé d'expérimenter le biorégionalisme, pensant contrer en fait et institutionnaliser ces mouvements, mais se faisait finalement dépasser par eux, conduisant à la révolution, la fin de l'État, tout ça. Voilà. Bon. Merci. Moi, je veux juste réagir donc, sur une image que j'ai vue pendant les slides. Ça peut paraître futile au vu de tout ce que vous nous avez apporté. Elle m'a quelque peu dérouté, l'image des Champs-Élysées complètement végétalisée. Ça, c'est dans nos scénarios, en fait. Oui, en fait, je me dis que ce scénario-là, est-ce qu'il est poussé parce que le métro, clairement, ça suffit pas. Je vois pas de piste cyclable. Je me dis que c'est un peu trop utopiste et pas fonctionnel comme image. Ah, mais alors là, il faut imaginer... moi, je pense que ce qu'on pourrait plus dire, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de Champs-Élysées, mais ça... notre sujet. Donc moi, j'irai plus loin, en gros. Mais il faut vous imaginer que dans ce scénario, on a une transformation quand même assez profonde de la structure urbaine. Et notamment, en fait, ce qu'on avait appelé une ruralisation du périurbain, avec un retour au centre ou au polycentrisme. Et donc, on n'a pas tellement besoin de grosses infrastructures dans ce scénario-là. De toute façon, les Champs-Élysées, on n'en a pas vraiment besoin pour rien. Ah, donc c'est pas une image au vu de Paris complètement, c'est juste les Champs-Élysées. Non, mais je me focalise sur les Champs-Élysées pour dire qu'on n'en a pas besoin parce que c'est la plus belle avenue du monde, je sais pas quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est qu'on a quand même une reconfiguration complète des formes urbaines et partiellement des morphologies urbaines.
Donc oui, c'est peut-être, ça peut vous paraître utopique, mais on n'arrête pas de transformer les territoires d'une manière extrêmement violente. Donc on peut le faire dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est juste au niveau des Champs-Élysées. Parce qu'il y avait la... Non, mais... non, mais je dis ça parce que il y a la vision de Paris. Après, c'est encore un projet. Mais Paris sans voiture. Il n'y a pas de voiture là. Oui, non, c'est ce que je comprends. Mais donc c'est par morceaux et donc pas à l'échelle de la ville complète. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Le fait de mettre des espaces verts comme ça, c'est par morceaux dans Paris, pas toute la ville. Ah, c'est pas la ville qui devient une grande Oui, voilà, forêt. c'est Non, pas la non, ville non. qui... Voilà, c'est Mais ça. non, parce qu'il y a quand même un peu des gens qu'il faut loger. Donc, non. Là, en fait, cette image, c'était une image qui avait été faite un peu pour provoquer. Ben, ça marche. Oui, bah oui. En disant, bon, ben, voilà ce qu'on pourrait faire des Champs-Élysées. Mais en fait, si on réfléchissait plus avant à ce que deviendraient les Champs-Élysées dans ce scénario, je pense qu'il serait beaucoup plus transformé que ça et d'une façon différente. Mais voilà, l'idée, c'était plus de susciter la réaction. Ça a marché. Voilà. Que deviendrait la Défense? Oui. Ah bah, la Défense, c'est un gisement de matières premières secondaires, tout à fait. Alors, il y a une autre question au fond. Oui, c'était à propos du réemploi. Oui. Donc, vous avez évoqué un moment, vous disiez que la filière du réemploi, en gros, se mordait un peu, qu'on tournait un peu en rond parce que du coup, on créait une filière qui allait avoir besoin de nouveaux gisements et donc de encore démolir, que tout ça se mordait un peu la queue. Et personnellement, dans des stages, j'ai fait des diagnostics PEMD, produits, matériaux, équipements, donc pour voir en gros qu'est-ce qui peut rester après une réhabilitation par exemple, et on était arrivé à un petit 13%, et puis tout le reste c'était en grande majorité enfoui. Donc, mais dans vos scénarios par exemple, il y aurait un réemploi possible, mais je me demandais du coup qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'au final c'est un peu vain? Est-ce que parce qu'au final on peut récupérer assez peu, et puis comme vous disiez, ce qu'on récupère au final ça fait des structures qui sont pas forcément très solides. On sait qu'il y a beaucoup de normes, c'est compliqué, toutes les portes on peut pas les réutiliser parce qu'elles sont pas aux normes, il y a énormément de restrictions dans le réemploi au final. Bah, en fait, il y a deux choses. Il y a ce que je disais sur le fait de la nécessité d'avoir des déchets pour alimenter les filières, je pensais plutôt au recyclage qu'au réemploi. Parce qu'actuellement, dans le réemploi, il n'y a pas de massification pour les raisons que vous avez indiquées, qui sont que ce qui est réemployable est relativement limité, très spécifique, et c'est ce qui fait que les structures, les entreprises qui essayent de se monter sur ces projets-là ont beaucoup de mal. Du fait, en fait, il faudrait avoir à chaque fois un dispositif ad hoc compte tenu de la spécificité des matières, des composants à réemployer. Mon point concernait plutôt le recyclage et le fait que, pour vous donner un exemple hors déchets du BTP, on le voit dans le domaine des gisements de déchets domestiques. Quand on fait de l'incinération d'ordures ménagères pour faire du chauffage urbain, on dit c'est formidable, c'est du chauffage énergie renouvelable, etc. Mais ça veut dire que pour approvisionner l'incinérateur, il faut des déchets. Or, en même temps, on a des politiques de collecte sélective des déchets, de réduction à la source des déchets. Et donc, ce qui se passe, c'est que, ça c'est Jean-Baptiste Bers qui l'avait montré pour des villes d'Europe du Nord, il y a des villes en Europe du Nord qui en viennent à importer des déchets pour alimenter leurs incinérateurs. Et donc, ça montre bien que là, il y a un truc qui va pas. Et que, donc, ce qui manque, c'est la question préalable. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recycler. C'est toujours bien de recycler, mais ça veut dire que la question initiale, elle est de ne pas consommer, en gros, ou de ne pas détruire, d'ailleurs. Et après, bien sûr, il y a des trucs qu'il faut détruire, il y a des trucs qui sont des sous-produits, qui sont des déchets, si on veut employer ce terme, et là, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais l'économie circulaire, aujourd'hui, elle est essentiellement fondée sur l'économie du recyclage, et ça, pour moi, c'est absolument à côté de la plaque,
par rapport à un enjeu de respect des limites planétaires ou de quoi que ce soit qu'on imagine en termes de compatibilité entre les sociétés et la biosphère. Alors, il y a une dernière question, peut-être Oui, pardon. C'est gentil, merci. Pardon, vas-y. J'avais été très intéressée par vos scénarios, et d'ailleurs merci pour la conférence, et je me posais la question de combien de personnes et de combien de disciplines différentes étaient nécessaires pour élaborer ce type de scénario, et s'ils sont réalisables, en combien de temps ils sont réalisables, parce que logiquement ça ne va pas changer du jour au lendemain, et donc du coup dans ces scénarios, est-ce qu'il y a aussi le procédé de mise en place qui est pensé? Alors, votre première question, elle pose sur le travail qu'on a réalisé, c'est ça? Je crois qu'on était 8, mais on a mis longtemps. Hein. Ça nous a pris des années de faire ça. On est très lent. Mais il faut être lent dans le monde de demain, le monde heureux de demain. Donc, en fait, ça nous a pris plusieurs années, mais à la fin, on a travaillé plus vite quand même. Voilà. Et pour répondre à votre... Alors, et des disciplines, c'était quoi? C'était agronomie, biogéochimie, urbanisme. Alors, j'ai un collègue qui se dit socio-écologue. Enfin, je ne dis pas ça pour le critiquer, mais ça peut paraître bizarre parce que ce n'est pas une expression très répandue. Et puis, prospectiviste. Et c'est pour ça que dans notre équipe, il n'y a pas vraiment de compétences énergie. C'est pour ça qu'on est allé chercher dans la littérature plutôt ce qu'on allait prendre comme référentiel énergétique. Voilà. Et donc, nos scénarios, ils sont à horizon 2050. Et donc, on a, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais on a fait des trajectoires, voilà, je les commente pas, mais qui essayent d'expliquer comment, en partant de 2025, grosso modo, on arrive en 2050 à la situation qu'on a imaginée. Merci. En gros, l'idée du changement, c'était de se dire c'est une génération. Bonsoir. Merci pour vos enseignements. Dans le bilan de matière que vous avez présenté, il y avait marqué nota bene, l'eau n'est pas comprise dedans. Et donc, ça me questionne, parce que c'est quand même une matière, je ne sais pas si on peut décrire ça comme matière première, mais disons un bien commun essentiel. Et j'ai l'impression, commencer à esquisser une réponse, notamment en termes de bilan de matière, parce que vous avez dit que notamment Paris semblait ne pas ne pas souffrir de problèmes d'alimentation en eau potable. Enfin, ça va, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, mais voilà, j'aurais voulu savoir pourquoi finalement l'eau n'était pas prise en compte dans ce bilan de matière-là, et si elle faisait l'objet d'un bilan de matière spécifique, et si oui, lequel. Donc, on ne prend pas en compte l'eau. Merci parce que j'ai oublié de le mentionner. On ne prend pas en compte l'eau tout simplement. Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est que la quantité d'eau qui est mise en œuvre par une ville, c'est tellement gros qu'on ne verrait plus le reste. Donc, c'est une solution pragmatique. Mais c'est aussi qu'on peut représenter le bilan d'eau avec un diagramme comme celui que j'ai montré, mais ça ne sert pas à grand-chose. Parce que la question de l'eau, elle est beaucoup plus complexe que ça. Entre la question je vais reprendre les distinctions agences de l'eau, du petit cycle de l'eau, donc ce qui passe par les tuyaux, et puis le grand cycle, ce qui vient de la pluie, du ruissellement, machin, etc. Et donc, l'eau, elle nécessite une approche différente qui ne peut pas reposer sur une comptabilité aussi simple, si je puis dire. Mais bien sûr, comme je l'ai suggéré quand j'ai parlé d'eau, c'est un élément tout à fait fondamental. Ok, merci. Une deuxième question, pardon, désolée. C'est vis-à-vis de vos deux scénarios, et vous avez pareil commencé à esquisser l'histoire, mais sur les formes et finalement la typologie, ce à quoi ressembleraient finalement les villes selon les deux scénarios, et j'aurais peut-être voulu en savoir un peu plus sur ce que ça pouvait générer. En fait, dans le cas du premier scénario, comme je le disais, l'idée c'est on a un arrêt de la métropolisation dans le premier. Donc le processus de métropolisation, c'est plus à l'ordre du jour. Donc un abandon d'un certain nombre de zones aujourd'hui urbanisées, notamment des grandes zones commerciales, etc.
et donc une focalisation vers, comme je le disais, les villes petites et moyennes. Des espaces périurbains, j'ai dit qui se ruralisaient, ça veut dire dont les habitants partent. Alors, je sais que le périurbain, en ce moment, ça le vent en poupe et qu'on considère que c'est l'avenir de l'humanité, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas ce que nous, on a retenu comme principe dans ce scénario. Et dans le deuxième, on se retourne vers des établissements humains. Alors, on a dit établissements humains pour plus dire villes, encore plus petits, donc ils peuvent être des villages, voire des bourgs. Et on a des processus de désurbanisation très importants, et donc de désartificialisation extrêmement importants. Donc, dans les deux cas, la forme étalée n'est pas disparaît, si je puis dire. Pour faire des oppositions un peu banales. Mais c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, on n'est pas allé très 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 loin sur le plan morphologique. Parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse, mais on ne l'a pas fait. Enfin bon, bref, voilà. Mais c'est à vous de le faire maintenant. Alors, oui. J'avais l'impression dans vos scénarios qu'on était un peu dans un système politique qui était très répondant par rapport à ces questions-là, ou en tout cas qui avait beaucoup changé suite à des crises environnementales. Mais on voit aujourd'hui qu'on commence déjà à en avoir beaucoup. Est-ce que, en retour, vous voyez du dialogue qui se crée davantage avec les politiques, ou pas encore? Non, je pense que les bilans qu'on peut faire actuellement sont plutôt négatifs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, en fait, même dans je sais pas pourquoi je dis même, dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, il y a énormément d'initiatives qui vont tout à fait dans le sens de la sobriété, etc. Simplement, c'est pas à l'échelle. Le courant dominant, il reste exactement comme il est actuellement. Croissance, urbanisation... etc., etc. Donc, actuellement, moi, je vois rien de positif, mais je voulais parler de nos transitions sympas à la fin pour pas vous plomber pour la fin de l'après-midi. J'ai une question un peu dans la même veine que la collègue qui était là-haut a posée. C'est dans les scénarios, c'était sur la façon d'habiter, par exemple, le logement. Je sais qu'il y a eu des fois des études prospectives sur le nombre de mètres carrés par habitant. Enfin, est-ce que c'est une question que vous aviez posée ? On n'est pas allé jusque-là. C'est ce que je disais. Comme on était vraiment parti sur agriculture puis énergie, simplement, on a plutôt réfléchi à la question du logement comme bien commun, en disant, parce que ça fait un peu bizarre de dire logement bien commun. Alors du coup, les logements, c'est pour tout le monde, mais comment on sait qu'on habite là, etc. Donc on a plutôt réfléchi à la question des droits d'usage, etc., qu'à des questions plus physiques sur les nombres de mètres carrés par personne. Mais du coup, c'était l'idée de plus construire. Ah oui, on a très peu de constructions nouvelles. Mais on peut en avoir. C'est pas. L'idée, c'est pas de dire, parce que ce qui est plus important, dans les scénarios, surtout le deuxième, ce qui est le plus important, c'est le fait qu'on va démanteler des trucs. Parce qu'on considère qu'il y a des tas de choses, des bâtiments, des infrastructures, qui ne serviront plus à rien. Ça va permettre de désartificialiser énormément de surface. Et ça peut permettre aussi, là où on en a besoin, de construire. Mais la doxa, c'est pas de dire à chaque fois qu'on se dit « Ah, il faut qu'on développe une activité, on va construire un truc ». Je pense qu'on peut arrêter là. J'ai juste une ultime petite question quand même. C'est la dernière, parce qu'elle nous concerne tous ici. Et tu as évoqué dans un autre endroit qu'ici, l'idée qu'au fond, justement pour accompagner cette transformation, ce changement de paradigme et sortir de l'idée qu'il faut toujours construire plus, même si globalement on réfléchit évidemment
davantage à la réhabilitation, moins de démolition, etc. Malgré tout, comme tu le dis, malgré tout, le mouvement, il est quand même encore là dans le développement et la croissance. Et tu as évoqué l'idée, mais peut-être aussi que pour changer nos représentations du monde qui sont très post-Seconde Guerre mondiale, hein, finalement très croissance, etc., tu disais, mais finalement, il faudrait peut-être couper ce lien entre la rémunération des architectes et le montant des travaux. Et je trouve que cette idée, elle est intéressante et je voulais en savoir peut-être un peu plus si c'est quelque chose qui a été discuté aussi avec d'autres chercheurs. Bah, en tout cas, ce problème du lien rémunération-montant, on le voit pour les architectes, mais dans plein d'autres domaines. Pour les bureaux d'études aussi, c'est pareil. Et donc, aujourd'hui, il y a des collègues qui travaillent sur, je crois que c'est des nouveaux modèles économiques en aménagement, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultats, en fait. On ne sait pas encore comment faire. Mais au moins, mettre le sujet sur la table, ça me paraît important, parce que la réponse est toujours la même, qui consiste à dire, bah oui, mais ok, on est bien obligé de faire des trucs, parce que si on ne fait pas des trucs, on n'a pas de sous, quoi. Donc ça, c'est vraiment une réflexion sur l'économie de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'architecture. Mais de la gestion de l'eau aussi, de la même façon. Et donc, voilà. Mais moi, je ne suis pas tellement économiste, donc je n'ai pas de réponse plus poussée que ça. Mais j'avais été à un jury de thèse il y a quelques années, 2-3 ans, sur le réemploi, justement. Elle avait essayé, la doctorante, mais je n'ai pas tout en souvenir, d'aller un peu plus loin dans cette réflexion, justement, sur cette question de la rémunération. En tout cas, merci encore. Merci pour cette très belle intervention. Merci. Merci à tout le monde.